Ah oui, nous sommes toujours heureuses de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre. Chers téléspectateurs de l'émission Onde Africaine, nous vous disons bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Aujourd'hui, accompagné de votre servante de tout le temps et de tous les jours, Deti Shembo, nous allons parler d'un sujet très important et très capital qui bouge le monde, et pas seulement le monde, mais qui bouge la République démocratique du Congo et surtout le milieu urbain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité dans le milieu urbain. Et c'est là nous allons le partager avec un invité aussi très spécial, Christian Moleka. Et bienvenue encore une fois de plus. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau de Onde Africaine. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour, Madame Deti. Est-ce que pouvez-vous nous faire votre portrait, c'est-à-dire nous tracer votre portrait? Oh, si je devais me présenter simplement, je dirais que je suis Christian Ndombo Moleka. Je suis politologue prospectiviste et coordonnateur national de la dynamique de politologue de la RDC. Je suis assistant à l'Université de Kinshasa, chercheur, consultant et conférencier. Merci beaucoup. Nous sommes très heureuses de vous recevoir sur notre plateau de Onde Africaine. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui touche directement la société. Alors nous allons parler de l'insécurité urbaine en République démocratique du Congo. Et qu'attendez-vous, que pensez-vous de l'insécurité urbaine? Merci beaucoup pour la question. Je crois que lorsqu'on parle de la notion de sécurité urbaine, on apporte une précision locative sur la notion complexe d'insécurité. C'est de la violence, pas forcément urbaine, mais tout ce qui vient perturber la paisibilité des citoyens dans le milieu urbain. Il peut s'agir de l'insécurité économique, il peut s'agir de l'insécurité alimentaire, il peut s'agir de l'insécurité au sens même, je dirais, de paisibilité de vie en termes de pollution sonore, mais il peut s'agir également de la question sécuritaire au sens original du mot, en sens de délinquance ou de banditisme urbain ou de criminalité urbaine. Je crois que c'est l'angle que vous voulez aborder. Lorsqu'on parle de criminalité urbaine, de banditisme urbain, de délinquance urbaine, on fait allusion à la résurgence de la violence ou de la criminalité dans les villes et de l'impaisibilité qu'elle amène comme conséquence sur les citoyens. Tout à fait, M. Christian. Nous allons aborder notre sujet dans le sens de la criminalité urbaine, comme vous avez si bien dit. Alors, quels sont le facteur qui explique l'augmentation des sentiments de l'insécurité, ou soit de la criminalité urbaine? Bon, déjà, le banditisme dans les grandes villes est un problème urbain. Parce que si vous allez dans les campagnes, dans les mondes ruraux, vous trouvez moins de violence que dans les villes. Parce que c'est lié au fait qu'on a une forte concentration de population, un faible accès à l'emploi, une vulnérabilité, une marginalité des citoyens. Vous prenez une ville comme Kinshasa, qui a été créée au départ pour 300 000 habitants, qui en est, tout le monde parle de 15 millions d'habitants. Vous avez une forte concentration de la population, une forte démographie liée au fait qu'il y a un taux de natalité élevé, mais également une inégalité d'infrastructures. Si vous prenez la carte de l'insécurité ou de la criminalité, à Kinshasa on parle beaucoup plus du phénomène Kuluna. Si vous prenez la carte locative, de là où se passe le Kuluna, essayez de superposer les régions de Kuluna avec les taux de fécondité. Ensuite, superposer cette carte-là avec le taux d'infrastructure publique, c'est-à-dire routes, courants, eau, écoles, hôpitaux, infrastructures sportives. Ensuite, essayez de superposer avec taux de la jeunesse et taux d'emploi. Vous verrez que ces milieux-là sont les milieux où il y a beaucoup de jeunes, il y a moins d'infrastructures, il y a moins de courant électrique, il y a plus de pauvreté, il y a moins d'emplois. C'est-à-dire que la violence est liée à l'équilibre urbain et à déséquilibre qu'il crée pour certains en termes d'intégration. Donc quand vous avez des jeunes marginalisés, quand vous avez un déséquilibre en termes d'infrastructure et une grande pauvreté et précarité, ça conduit forcément à l'insécurité et donc à la violence pour certains. Et si vous associez à cela également la toxicomanie, l'accès aux drogues et ainsi de suite, vous avez les cocktails nécessaires pour créer l'insécurité dans les villes. Donc là, lorsque vous abordez déjà tous ces points, je crois que vous abordez déjà les causes de l'insécurité. Alors, quelles sont les conséquences maintenant de toutes ces causes-là? Les conséquences, c'est le mal-vivre. Parce que quand vous avez une ville aussi grande que Kinshasa et que vous avez une couverture énergétique très faible, il y a des gens qui ne sont pas dans les capacités de rentrer chez eux le soir. Quand il pleut, on le sait à Kinshasa, quand il pleut, on est dans l'insécurité pour rentrer chez soi. Il y a un mal-vivre. Il y a des quartiers où cette violence a créé
des cas de meurtre, des cas de viol, des cas de même de domiciles qui ont été violentés parce qu'il y a des gens qui sont visités la nuit dans leur maison. Vous avez un mal-vivre permanent. Vous avez également un déficit du pouvoir public, l'absence de l'État. En conséquence, chacun cherche à développer une justice privée. Vous avez des phénomènes comme les contremaîtres, les anti-Koulouna qui commencent à naître des initiatives privées pour répondre aux besoins de l'absence de l'État. Et vous avez tout un commerce lié à cela qui se met en place, de l'insécurité pour les élèves qui vont dans les écoles, qui doivent traverser les quartiers, des filles qui sont menacées parce qu'elles doivent traverser les quartiers. Associé à tout cela, vous avez donc un mal-vivre important dans certains milieux, de telle sorte que, on le sait, dans certains milieux, dans telle heure vous n'allez pas, à tel moment vous ne traversez pas parce que l'insécurité vous met dans des conditions de non-vie. Ce sont vraiment de conséquences très graves. Alors, monsieur Christian Moleka, face à une insécurité urbaine grandissante, alors il y a la population elle-même qui se prend en charge. Alors que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est du côté c'est négatif ou positif? C'est négatif parce que la sécurité est un domaine régalien de l'État. C'est l'État qui a, en principe, l'État qui a le monopole, comme on dit en sens politique, le monopole de la violence légitime dans un pays. C'est le seul qui est capable d'avoir les capacités d'imposer des lois à tout le monde, de créer des prisons, d'avoir une police pour cela et de dire que toi tu peux faire 6 mois à Makala. C'est l'État seul qui peut faire ça. Et personne ne peut remplacer l'État. Malheureusement, c'est la faiblesse de l'État chez nous, la défense de l'État chez nous, qui fait que face à l'absence de l'État, les gens trouvent des solutions, je dirais, alternatives qui remplacent à l'absence criante de l'État. Vous avez par exemple des statistiques simples. Selon l'ONU, l'ONU recommande qu'il y ait un policier pour 400 habitants. C'est ça le standard dans un pays normal, plus ou moins. Tout à fait. La RDC, les statistiques sont de 2016 que je donne, nous étions à un policier pour 680 habitants. C'est-à-dire nous étions au-delà du standard international. C'est-à-dire nous n'arrivons pas à répondre à un besoin minimum. Le seul pays en Afrique qui atteint un policier pour 400 habitants, c'est le Nigeria. Mais le Nigeria a 370 000 policiers. Dans l'État congolais, en a moins, on parle de moins de 100 000 policiers. Ça veut dire qu'avec moins de 100 000 policiers pour presque 80 millions d'habitants, vous faites le ratio policier-habitant, vous avez une couverture très faible. Mais face à cela, qu'est-ce que la population peut faire? Parce que nous avons vu naître 2 initiatives comme Zéro Koulouna, comme les initiatives Kanyama Kassese. Mais ça aboutit à quoi, juste? Ça aboutit pas à grand chose parce que jusque-là, on a toujours privilégié ce que j'appelle les actions répressives. Ça veut dire l'opération Likofi, Kanyama Kassese, ce ne sont que des sanctions répressives qu'on apporte. Mais on ne va pas au fond du problème. Je dis que le problème était à prendre au niveau global. Il y a un problème économique, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'accès à l'emploi, il y a un problème de marginalisation, il y a un problème de toxicomanie. Donc lorsqu'on prend les solutions de répression, on ne règle pas les problèmes de toxicomanie. Si vous allez dans des communes comme Kimatseke ou Massina, vous trouvez qu'on vend de l'alcool frélaté, ce que tout le monde appelle Aguené. C'est connu qu'on vend de l'alcool frélaté, alors que la loi l'interdit. Et donc la consommation de l'alcool frélaté, c'est à la portée de toutes les bourses. Ça commence à 200 francs, 100 francs, 500 francs. Tout le monde peut le prendre. C'est connu que ceux qui vendent essentiellement les bangs et les drogues sont soit les militaires, soit les femmes de militaires. Parce que les camps étant remplis, les militaires habitent désormais les cités. Alors que dans un état normal, les militaires sont casernés. Entre les camps et les cités, il y a des zones tampons. Mais puisque les militaires ne sont plus casernés et qui vivent dans les cités, parmi les citoyens, vous retrouvez dans les gangs certains militaires qui appuient les mouvements criminels. Vous retrouvez dans le réseau de toxicomanie les militaires ou les femmes de militaires. C'est-à-dire l'une des solutions, c'est de caserner les militaires, c'est de créer des zones étanches entre les militaires et les civils pour qu'il n'y ait pas des bandes de criminalité organisées entre les militaires et les civils. Donc quand vous envoyez les gens à Kanyama Kassese, vous ne réglez pas ça. Quand je parle de déséquilibre des factures sportives, vous avez dans des quartiers où les gens n'ont pas accès au courant. Mais quand les jeunes n'ont pas d'accès au courant, comment ils font pour se divertir? Vous avez des endroits où les gens n'ont pas d'infrastructure de sport. Dans d'autres pays au monde, le sport est un moyen de canaliser la violence. Vous avez une jeunesse abondante qui a de l'énergie, qui ne sait pas l'utiliser. Alors, le sport. Mais quand vous avez un pays où vous n'avez pas de stades, par exemple, des stades municipaux, des terrains de sport pour les judokas, mais cette violence-là finit dans la rue. Donc on ne peut pas répondre uniquement par les volets répressifs, on doit répondre par des solutions intégrées qui prennent à la fois les besoins économiques, infrastructurels,
de sécurité en termes de militaires, mais également en termes d'accès à l'emploi. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Onde africaine, vous êtes en train de nous suivre depuis Canada, en Amérique, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le politologue Christian Moleka. Avec lui, nous sommes en train d'analyser un sujet très important sur l'insécurité urbaine. Et nous avons pris le volet la criminalité. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la recrudescence du phénomène de l'insécurité. Nous voyons le phénomène Kuluna, nous voyons plusieurs phénomènes naître. Alors, Monsieur Christian, la République démocratique du Congo est constituée de plus de 70% de jeunes. Mais maintenant, vous nous avez parlé, vous nous avez donné quelques pistes de solutions. Mais en tant que politologue, je sais que vous êtes dans une structure où vous dirigez le politique, non, le politologue. Qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire que penser comme solution à mettre en place? La solution, c'est l'État. Il faut restaurer l'État. Il faut restaurer l'État congolais qui est très fragile. C'est l'État seul qui est capable de recruter 300 000 policiers pour répondre aux besoins démographiques. C'est l'État seul qui est capable d'électrifier les quartiers. C'est l'État seul qui est capable d'améliorer les conditions des pays des militaires et des policiers ou de les caserner. C'est l'État seul qui est capable de créer de l'emploi, en tout cas de créer les conditions pour que les autres créent de l'emploi. Donc la solution idéale, c'est l'État congolais. L'État congolais, c'est un État nain, c'est un État faible. Ça, vous avez un État qui a un budget de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars pour 80 millions d'habitants. Vous divisez 4 milliards par 80 millions d'habitants. Vous voyez que l'État congolais n'émet que presque moins de 30 dollars par an pour chaque citoyen. Donc là vous voulez dire que l'État a failli à sa mission? L'État est totalement faible. La criminalité existe partout, tout le monde. Oui. Mais la proportion telle qu'elle a pris chez nous est liée indébitablement à la faillite de l'État, à la faiblesse de l'État. Ça veut dire à un moment donné, lorsque l'État ne fait plus peur, lorsque l'autorité de l'État n'incarne plus la méfiance ou le respect, il y a un sérieux problème. L'agent de l'ordre est celui qui est censé faire peur. Tout à fait. Mais il y a dans ces quartiers où c'est l'agent de l'État qui a peur. Vous demandez à un policier d'aller, moi je suis de Kimbanseke, il y a tout un quartier qu'on appelle Beni, à Kinshasa. Wow. Un quartier qu'on appelle Beni. Les policiers n'y vont pas. Donc, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, on peut le tuer, on peut lui couper une machette, il peut sortir. Des colonnes qui attaquent des conteneurs de police et qui vont faire sortir leurs amis. Alors, pensez-vous pas que l'insécurité urbaine, ou soit la criminalité recrudescence, empêche le développement d'un pays? Alors, comment est-ce que les investisseurs peuvent venir dans un pays où il y a l'insécurité? Nous voyons à l'Est, il y a l'insécurité, nous voyons à l'Ouest, il y a l'insécurité, et aussi en ville, il y a l'insécurité. Vous savez, en matière d'investissement, il y a ce qu'on appelle la perception. Il y a beaucoup d'indicateurs qui construisent la perception de la sécurité, la perception ou même le niveau de violence dans certains pays. Nous sommes dans les mauvais rankings. Lorsqu'on compte notre pays, l'indice sécuritaire, l'indice en termes de sécurité d'investissement, nous sommes dans le rouge. Et donc nous sommes un pays à risque, comme on dit. Donc lorsqu'un investisseur veut venir au Congo, on lui dit pays à risque. Post-conflit, violence urbaine, et donc on lui définit un périmètre. Tu restes à Gombe, tu restes dans le milieu plus ou moins huppé, tu ne sors pas vers les milieux chauds. Si tu veux sortir, il faut signaler, c'est connu en termes de sécurité protocolaire pour les ambassadeurs, ainsi de suite. Donc nous sommes un pays à risque. Et donc cette carte-là ne peut pas nous permettre d'attirer beaucoup d'investisseurs. Il nous faut travailler à réduire cette perception négative qu'on a sur le pays. Mais vous savez que le régime actuel, le président actuel a prôné pour instaurer la sécurité dans les pays. Il avait dit qu'il était même prêt à donner sa vie pour ça. Bon, le président l'a dit, nous attendons voir les actes qui vont concrétiser ce qu'il a dit, parce que depuis qu'il a prononcé ce discours-là, la situation à l'Est ne continue qu'à se détériorer, il n'y a pas grande amélioration. Donc il y a encore un décalage entre le discours officiel et le concret dans la vie des Congolais. Alors là, vous pensez que c'est un problème, comme déjà vous avez déjà dit que c'est l'État avait failli, et je crois que c'est un problème déjà politique, mais voyez-vous pas que notre armée n'est pas suffisamment outillée? Est-ce que ce n'est pas un autre problème de l'insécurité?
Si vous prenez nos forces de sécurité de manière générale, parce qu'on parle de la police, ainsi de suite, depuis 2002 ou 2003, on parle des réformes d'appareils sécuritaires, mais on n'a jamais fait des réformes profondes jusque-là. On a fait des réformes presque cosmétiques liées aux élections avec le pays, et ainsi de suite, et puis on s'est arrêté, on a commencé les réformes, mais on n'est pas allé jusqu'au bout des réformes. L'armée dépend de l'État, l'armée est sous-équipée. Quelle est la part que nous mettons dans notre budget pour répondre aux besoins de sécurité et de défense? Si vous vérifiez par exemple dans les statistiques aujourd'hui, on vous dira que ça fait plus de 6 mois que notre police ne reçoit pas les frais de fonctionnement, qui sont en manque de carburant. Pensez-vous qu'une armée sous-occupée, qui ne bénéficie pas de subventions, peut répondre aux besoins? Je ne dis pas que l'armée elle-même elle est parfaite, je dis qu'elle est généralement sous-équipée et mal formée, parce que l'État n'émet pas les moyens suffisants à leur disposition. Maintenant, il faut réformer en profondeur l'appareil sécuritaire. Il ne s'agit pas simplement de la police. Il faut aller dans ce qu'on appelle le renseignement civil. Il faut voir notre administration locale, ce que nous appelons les communes. Quels sont les moyens que nous mettons à disposition des communes? Comment nous recrutons les personnes qui dirigent nos communes? Au niveau de la proximité, ce pays avait prévu des élections locales. Oui. On ne l'a jamais réalisé. Comment voulez-vous que les gens soient redevables vis-à-vis de la population lorsqu'ils ne sont pas élus, qui sont nommés? Donc tant qu'on n'aura pas des élections locales à la proximité pour pousser les décideurs à avoir une redevabilité, tant qu'on ne mettra pas les moyens suffisamment dans les ETD, c'est-à-dire les communes, nos villes, pour qu'ils disposent des ressources pour répondre aux besoins assez énormes de sécurité, tant qu'on ne mettra pas les hommes qu'il faut, la qualité d'animateur dans les institutions qu'on veut diriger, on ne répondra pas. Donc ça revient toujours à l'État. C'est l'État qui est au centre de la plus grande partie des réponses à nos problèmes, quoi. Tout à fait, c'est comme nous disons toujours, chers téléspectateurs, il faudra que notre pays puisse placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut aussi. Alors c'est à l'État, parce que notre pays a besoin de réformes et nous voulons vraiment ces signaux forts que la population attend. Alors, Monsieur Christian, nous sommes presque à la fin de notre émission parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu aborder le secteur très important. Nous avons parlé de l'insécurité urbaine. Et là, nous avons pris notre volet criminalité parce qu'aujourd'hui, nous vivons cette insécurité, même dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos communes et tout ça. Alors, nous avons voulu analyser avec le politologue, Monsieur Christian Moleka, à ces sujets. Et la solution revient toujours à l'État. Et quel est votre mot de la fin? Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, faute de temps malheureusement, c'est notre système pénitentiaire. Oui. Lorsqu'on arrête nos criminels et qu'on les envoie à prison, on l'appelle centre de réinsertion, mais l'État ne fait pas de la réinsertion. La prison, c'est vraiment un lieu d'endurcissement des criminels, parce qu'ils en sortent plus criminels encore qu'en entrant. Et pour quelle raison? Mais parce que l'État ne prépare pas ces gens à revenir. Vous les mettez en prison, vous ne le nourrissez pas, il est en train de mourir. J'ai vu des vidéos circuler sur des femmes qui doivent payer leur chambre pour être logées. Vous pensez que cette femme qui a été martyrisée en cellule, lorsqu'elle sort, elle change? Ou elle sort plus amère, contre-souhaitée qu'elle n'était entrée? Nous avons vraiment besoin d'un État qui soit fort. Oui. On a besoin d'un État qui doit être réformé. On a besoin de grandes réformes. On a besoin d'un nouveau leadership. Des politiques qui mettent l'État et la préoccupation des citoyens au centre de leur développement, plutôt que des politiques qui viennent simplement pour s'enrichir. Tant qu'on n'aura pas ce leadership nouveau-là, qui mette ces préoccupations citoyennes au cœur de leurs préoccupations en termes de projets et qui travaille à construire un État fort, bien ce que nous disons là, ce sera une chanson qu'on va répéter chaque année. Merci beaucoup, Monsieur Christian. C'est-à-dire que l'État, parce que Monsieur le Président avait dit, il nous avait promis à sa population que lui, son centre, c'est mettre l'homme au centre de tout. C'est-à-dire que c'est l'homme d'abord. Tous les projets doivent être formés sur l'homme et avec l'homme. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je dis merci, Monsieur Christian. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez suivis de partout, en Amérique, Canada, République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'insécurité urbaine et nous avons pris le volet de la criminalité urbaine. Et alors, avec le politologue, notre invité, Christian Moleka, nous avons décortiqué ces très beaux sujets et vous avez compris les causes, les conséquences. Et il a évoqué un point très essentiel que c'est l'État qui a ce rôle régalien, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit faire tout et faire beaucoup de choses pour la sécurité dans notre pays. Et là, je remercie la grande équipe qui m'a accompagnée et qui m'accompagne tous les jours. Je remercie Jonas Kungi, Fortiné Fouassa, Christian Padi et je salue la grande famille Dias Tiassonaman depuis le Canada.
Merci beaucoup.